bonjour. L'emploi, c'est le salariat, mais c'est aussi l'entrepreneuriat. Pour beaucoup de jeunes, comme le dit le ministre Emmanuel Macron, il est plus facile de trouver un client qu'un employeur. Développer le travail indépendant et la création d'entreprises, ce n'est pas mettre en cause le travail salarié, c'est donner à celles et ceux qui ne trouvent pas de débouchés une voie supplémentaire d'entrée sur le marché du travail et de réussir sa vie. Cette envolée du président de la République lors de ses vœux en janvier aux acteurs de l'entreprise et de nouvelles propositions gouvernementales sont issues de cette volonté affichée. Et pourtant, si plus de 500 000 entreprises sont créées chaque année, la part de micro-entrepreneurs décroît, n'en représentant plus en mars dernier que 40% contre 50% auparavant. Un projet de loi qui doit être discuté prochainement au Parlement, consacré entre autres à la modernisation de la vie économique et porté par les ministres des Finances et de l'Économie Michel Sapin et Emmanuel Macron, veut dès lors booster ce modèle entrepreneuriat. Et puis il y a aussi les horizons clairs ou moins clairs de l'ubérisation. Vous savez, une plateforme qui met en relation des clients d'un côté et des services de l'autre, avec ses questionnements entre autres sur la protection sociale au regard de leur dépendance économique de ceux qui y œuvrent. Micro-entrepreneur, la relève d'une nouvelle croissance. C'est donc le thème, la question de cet Ecomag avec mes invités. Grégoire Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la relation client du groupe EBP, une ETI, entreprise de taille intermédiaire, comme l'on dit, de 420 salariés. Vous êtes cofondateur aussi de l'Observatoire de l'ubérisation et pour ce qui concerne notre émission, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, organisme de défense et d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs qui fédère, m'avez-vous dit, 88 000 personnes physiques et morales, créateurs d'entreprises, prestataires de services, experts et partenaires. Jean-Guy Herpin, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de BGE Parif, pour Paris-Île-de-France, membre d'un réseau national d'appui aux entrepreneurs de 50 points d'accueil, BGE donc sur le territoire, qui fête bientôt ses 40 ans. Et dernier chiffre connu, 2014, impressionnant, 55 000 personnes conseillées, 17 100 entreprises créées pour près de 30 000 emplois. Voilà. C'est effectivement un très beau bilan. Et puis si on remonte sur les 40 ans, effectivement, ça fait un sacré appui à la vie économique de notre pays. Ecomag, le magazine de l'économie sur RCF. Et pour commencer, donc, un peu de vocabulaire, car on s'y perd un peu entre les modèles de création d'entreprise, micro-entrepreneur, qui a remplacé le vocable d'auto-entrepreneur, et puis les autres entreprises individuelles et diverses formes sociétaires. Grégoire Leclerc, rapidement, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, pourquoi ce changement de dénomination et qu'est-ce qui le différencie? Quels sont ses constituants? Alors, l'auto-entrepreneur, qui est né donc en 2009, a été construit sur une base très claire, un chiffre d'affaires plafonné, premier élément qui est absolument central, 32 900 € pour le service et 82 500 pour l'achat-revente, une absence de TVA, de gestion de la TVA, c'est-à-dire que l'auto-entrepreneur ne paye ni ne facture de TVA, et un mode de contribution sociale qui est extrêmement simple et lisible puisqu'il est uniquement calculé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. À la grande différence des anciens systèmes un peu qui ont précédé, qui étaient des systèmes où vous payez un minimum de cotisations sociales au début de l'année. Et puis il y a aussi, je crois, la possibilité de forfait de prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu. Alors il y a une petite option possible qui rajoute un tout petit peu de complexité, mais qui n'est pas extrêmement difficile à comprendre, qui est que vous pouvez payer l'impôt sur le revenu, là aussi en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré, ce qui vous libère totalement de l'impôt sur le revenu une fois que cette cotisation est payée. Voilà, et puis s'il n'y a pas d'activité dans votre entreprise, micro-entreprise, eh bien vous ne payez strictement rien, même la cotisation foncière, donc m'avez-vous dit. Tout à fait. Il suffit de le déclarer aux impôts, parce qu'ils ne peuvent pas connaître activité ou pas d'activité, mais vous ne payerez même pas cette cotisation Vous ne payez rien en cas foncière. d'activité nulle, et vous êtes radié du régime au bout de 2 ans d'activité nulle. Voilà, donc formule souple, formule légère. Pour ceux qui disent c'est difficile de créer une activité d'entreprise en France, c'est pas vrai, c'est rapide, facile et sans prise de tête, comme on dit. On va dire qu'en 2009, 2010, 2011, c'était encore vrai. C'est-à-dire que c'était encore simple, c'était encore assez facile. Pourquoi 2009 ? Parce qu'auto-entrepreneur, le régime date de 2009. De 2009. Il faut reconnaître qu'avec le temps, et ça je crois que c'est un peu le mal français, avec le temps on a rajouté des règles, des complexités, des exclusions, des contraintes, des règlements qui ont fait que, en gros, si on prend les 6 dernières années de vie du régime, le régime a évolué une fois tous les 6 mois.
Et le régime est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à comprendre, sollicitant d'ailleurs une demande d'accompagnement de la part des créateurs d'entreprises qui est de plus en plus importante. Et il y a des réseaux comme BGE qui sont là pour les aider. Exactement. Et on a de fait, notamment suite à la loi Pinel de 2014, la loi d'accompagnement des très petites entreprises, on a vu une très très forte baisse de la création d'auto-entreprises, de l'ordre de moins 21% quand même en 2015, ce qui est un chiffre absolument calamiteux. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué alors? C'est il faut se déclarer auprès des chambres de métiers et de commerce. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée. On vous demande plein de choses. On vous demande de suivre un stage quand vous êtes artisan. On vous demande de vous immatriculer si vous êtes artisan ou de vous immatriculer si vous êtes commerçant. Le tout ne pouvant pas se faire en ligne. On vous demande effectivement de payer des taxes pour frais de chambre en plus. On vous demande un certain nombre de choses sur le compte bancaire qui doit être obligatoirement créé lorsque vous créez votre entreprise. On verra, ça sera peut-être supprimé ça. Il sera peut-être supprimé dans la loi Sapin. Donc il y a beaucoup de contraintes qui ont fait qui ont agi comme un repoussoir envers un certain nombre de créateurs qui se sont dit s'il y a toutes ces étapes à franchir, je ne me lance pas et je fais du black évidemment, puisque on sait très bien que si on ne favorise pas la création d'entreprise, on favorise l'économie souterraine. Voilà. Alors une dernière question pour présenter le paysage. Ceux qui ont une activité de micro-entrepreneurs, est-ce qu'au fil des ans, ils passent à un autre statut de formule d'entreprise c'est non, c'est une image d'Épinal, c'est pas tout à fait l'objectif du régime auto-entrepreneur. Le régime auto-entrepreneur, c'est un régime qui vise à développer le travail indépendant. Ce sont plutôt des acteurs économiques, des agents économiques que des créateurs d'entreprises au sens où on l'entend, c'est-à-dire créateurs d'entreprises à potentiel. En réalité, il n'y a que 2% des auto-entrepreneurs, et c'est l'INSEE qui l'a encore confirmé ce matin, il n'y a que 2% des créateurs d'auto-entreprises qui franchissent les paliers pour aller créer des entreprises avec des salariés, avec du capital, avec des associés, avec un développement à l'international. Et donc les autres se stabilisent, se pérennisent dans ce régime qui leur va très bien pour une activité de complément ou une petite activité principale, mais avec un objectif de s'arrêter au plafond des 32 000 euros. Voilà. Alors, globalement, en France, il y aurait un peu plus d'1 million de micro-entrepreneurs. 1 200 000, oui, tout à fait. 1 200 000, effectivement. Mais dont près de la moitié seulement serait actif. Vous confirmez ces données? C'est un tout petit peu plus que ça. C'est autour de 60% en 2015 qui ont déclaré au moins une fois du chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires qui est relativement conséquent puisqu'on a atteint les 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires quand même sur une année comme 2015, c'est-à-dire 6 ans après le lancement du régime. Le chiffre d'affaires moyen est faible, il est de 10 000 euros par an. Ouais. Mais alors, c'est effectivement très faible. On voit bien que c'est beaucoup une activité de complément. Mais c'est près de la moitié. Effectivement, si en 2015 ça a pas mal accéléré, moi j'étais les chiffres INSEE de 2014, sont sans activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui créent une boîte comme ça d'activité potentielle ou des personnes qui ont une activité de micro-entrepreneur et qui l'arrêtent? Alors la plupart du temps, c'est quand même des gens qui n'ont jamais débuté leur activité. On le voit dans un certain nombre de rapports INSEE, seuls 65 à 70% des auto-entrepreneurs inscrits débutent vraiment une activité économique au sens propre, c'est-à-dire ont un premier client, réalisent une première prestation et facturent un premier chiffre d'affaires. Donc en fait, le régime étant assez simple, les gens voient une opportunité, voient peut-être une capacité à développer une petite prestation, s'inscrivent préalablement en se disant je serai prêt à facturer si jamais ça se fait, et il se trouve que dans un tiers des cas ça ne se fait pas, et donc ces activités ne débutent jamais et sont radiées au bout de 2 ans. Voilà, donc pour le paysage des micro-entrepreneurs. Alors, concrètement, sur le terrain, chez BGE, dans ce réseau d'appui à la création d'entreprises, les entrepreneurs que vous accompagnez, ils choisissent quelle forme de statut? Et puis, tiens, incidemment, précisez-nous brièvement aussi les services que vous leur proposez, et puis l'évolution des demandes que vous recevez, puisque bientôt 40 ans d'existence, vous avez une antériorité comme ça sur le souffle de la création d'entreprise en France. Jean-Guy Arpin. Absolument. Donc, nos services, ils sont simples. Finalement, nous, on est là pour aller chercher les entrepreneurs de demain. Donc, on a une vocation première de promotion de l'entrepreneuriat et d'explication que l'entrepreneuriat, c'est possible. Créer une entreprise, en vivre dignement, c'est une forme d'ascenseur social qui aujourd'hui est un peu en panne dans les grandes entreprises et dans le salariat. C'est la première des choses. Ensuite, effectivement, structurer, aider, appuyer, arriver à faire que le projet soit faisable et encore une fois, offre une place digne aux dirigeants dans la société. Donc, il s'agit bien de vivre avec un revenu honnête et qui permettent d'en vivre dignement et non pas d'un complément de revenu. Donc nous, on n'est pas là pour favoriser un complément de revenu en aucune façon. Et puis, en effet, développer l'entrepreneuriat et les entreprises au travers d'actions de suivi d'entreprises qui permettent leur pérennité puisque
notre réseau peut s'enorgueillir de 86% de taux de pérennité des entreprises à 3 ans qu'elle a créées. C'est-à-dire que vous les appuyez bien, vous les conseillez bien, effectivement, et je crois que c'est un taux qui est largement au-dessus de la pérennité moyenne des entreprises Absolument. créées. Alors, le réseau, c'est effectivement, BGE, c'est 50 points d'accueil, dont celui dont vous êtes secrétaire général, BGE Paris, c'est Paris, Paris-Île-de-France. Quelle est l'évolution des demandes et là aussi, quel statut très généralement les entrepreneurs que vous accompagnez, vous conseillez, prennent pour démarrer leur activité? Alors, on peut prendre un peu le problème de manière inverse, c'est-à-dire que réellement notre travail, c'est d'arriver à faire que ceux qui ont une idée, qu'elle soit plus ou moins avancée, est un projet qui soit faisable, encore une fois, et on va centrer notre action sur le plan d'action commerciale qui va faire que demain, cette entreprise aura une vraie existence économique. C'est la première des choses. Finalement, le choix d'un statut social et fiscal vient couronner à plusieurs étapes, ça peut être au démarrage, mais par la suite, en phase de développement, un habillage qui permet évidemment d'avoir une activité économique. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, des gens que nous recevons, choisissent en effet le statut d'entreprise individuelle, avec diverses variantes en termes de choix fiscal ou social, peu importe. Encore une fois, l'essentiel est d'aller vers des entreprises pérennes. Effectivement, l'entreprise pérenne, mais donc le statut, en tout cas, de micro-entrepreneur, vous paraît un bon statut adapté aux demandes des créateurs potentiels que vous recevez. Moi, je suis comme mon ami. Je pense que globalement, il est difficile de parler d'entrepreneuriat avec les auto-entrepreneurs. Quand on facture 9 000 euros par an, ou 10 000 euros, ce qui est la stat INSEE, en moyenne. Écoutez, globalement, une fois qu'on a payé le forfait de charge sociale, il reste globalement, on va dire 700 euros par mois. Ce n'est pas une entreprise. Voilà, donc entre le rêve et la réalité, souvent, il y a un petit décalage. Et le statut de micro-entrepreneur n'est pas forcément adapté au souffle des créateurs que vous recevez, c'est ce que j'entends. Absolument, voilà. Ça peut être, on l'a vu, pour 2 à 4% selon l'INSEE, un premier statut pour le démarrage, c'est très bien, c'est formidable. Mais par la suite, en effet, si l'entreprise se développe, et elle doit nécessairement se développer, il y a changement de statut. L'économie sur RCF, Ecomag. Et dans Ecomag, nous essayons de comprendre comment les micro-entrepreneurs peuvent être ou non la relève d'une nouvelle croissance, sans illusion, mais aussi en tenant compte de tous les atouts de ce statut. Et je suis avec Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, et Jean-Guy Harpin, secrétaire général de BGE Parif. Alors effectivement, on voit le statut de micro-entrepreneur, il a ses limites. Il est très attractif comme l'idée de créer son entreprise auprès des Français. Les sondages succèdent, ils ne cessent de mettre en lumière le goût entrepreneurial des Français. Pour 46%, c'est le choix de carrière le plus intéressant. Rappelé récemment notre confrère Lacroix, 25% donc pour travailler à son compte et 21% pour avoir sa propre entreprise. Et pourtant, la part des indépendants dans l'emploi, avec environ 11%, est largement en deçà de la moyenne européenne de 15 et quelques %, et bien en deçà aussi des 20% des années 70. Qu'est-ce qui explique ce dérapage, ce décalage, Grégoire Leclerc, entre ce souffle, cette envie, on clame, on veut créer, on veut être entrepreneur, et puis au final, très peu sont élus ou même cherchent à être élus? Alors il y a plusieurs éléments, c'est plus une réflexion finalement d'ordre politique ou philosophique là, que finalement microéconomique. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que en France, toute notre société est basée depuis la fin de la guerre sur le modèle du salariat, sur le modèle du CDI. Et donc il est, notamment quand vous cherchez un emploi, quand vous cherchez à acheter une maison, quand vous cherchez, on vous dit toujours, il faut d'abord et avant tout vous focaliser sur le CDI, parce que le CDI c'est le Saint Graal, c'est la stabilité, c'est la protection sociale, c'est une forme aussi de reconnaissance dans la société qui est que si vous êtes salarié, vous êtes toujours mieux vu que si vous êtes bien sûr demandeur d'emploi ou si vous êtes au chômage ou créateur d'entreprise. Donc il y a déjà cette première image un peu qui colle à la peau. Et puis la deuxième, c'est que pendant très longtemps, on a proposé pour la création d'entreprise des procédures extrêmement complexes.
il a toujours été extrêmement compliqué de remplir des formulaires, des CERFA, de faire des démarches dans tous les sens. Et c'est encore un peu ancré dans la tête des gens. Créer une entreprise en France, c'est compliqué, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Voilà. On le répète à l'envi, d'ailleurs, c'est compliqué chez nous. C'est toujours pire chez nous qu'ailleurs. Ce négativisme un peu fatigant. Mais je reviens quand même, dans les années 70, il y avait, je crois, 20% d'indépendants. Donc, du temps de ces formalités complexes. Oui, mais c'était pas les mêmes formes d'indépendants. Il faut savoir que déjà, l'artisanat était beaucoup plus répandu, beaucoup plus représenté. Il y avait aussi beaucoup de métiers qui ont disparu, qui étaient encore présents, notamment dans les villages, dans les campagnes, ce qui n'est plus vrai depuis une forme d'exode. Et aujourd'hui, on va dire que les nouvelles formes de création d'entreprise s'adaptent plutôt à des nouveaux métiers, notamment tirés par le digital. Mais ça ne remplacera pas tous ceux qu'on a perdus de création d'entreprise, on va dire plus manuelle, qui étaient présents dans ces années-là. Donc on a un décalage quand même entre ce qui était vraiment sociologiquement présent dans les années 70 et ce qui est présent aujourd'hui en 2015. Voilà, on comprend bien effectivement l'origine de ce décalage. Je voudrais aussi vous faire réagir sur le résultat d'un sondage OpinionWay du début d'année pour UAE, la Fondation Le Roc, les Mousquetaires et le Salon des entrepreneurs, selon lequel le rêve des entrepreneurs potentiels, eh bien, il serait de gérer une maison d'hôtes pour 40%, être commerçant de proximité, fromager, charcutier, 27%, ou consultant, 23%, etc. Assis, entrepreneur du web et l'économie collaborative, 17%. Pas vraiment de quoi révolutionner l'économie. Donc, c'est pas vraiment un statut, quand on disait est-ce que c'est la relève d'une nouvelle croissance, c'est pas un statut qui peut effectivement révolutionner, booster, modifier le modèle économique en France en tous les cas. Mais je pense que si, parce que on le voit d'ailleurs en Europe et aux États-Unis, les taux de travailleurs indépendants sont beaucoup plus élevés qu'en France. Alors ça ne révolutionnera pas la manière dont on travaillera en entreprise. Vous parlez des travailleurs indépendants au Royaume-Uni ? Oui. Ouais, avec le statut des auto-employés, ils sont près de 5 millions, mais c'est c'est des entreprises qui, très généralement, délèguent, disent à leurs salariés, au revoir, vous n'êtes plus mon salarié, maintenant vous serez dépendant économiquement, mais ça vous aura votre propre statut, vous débrouillerez pour votre protection sociale. C'est vraiment un régime qui fait rêver, ça, celui des auto-employés ? C'est pas forcément un régime qui fait rêver, mais c'est en tout cas une forme une nouvelle forme de travail qui doit être améliorée et qu'on doit, en tout cas sur laquelle on doit se poser la question, politiquement, de savoir si on veut la développer, si on veut l'encourager. Moi, je dis toujours qu'il est préférable, et c'est d'ailleurs tout à fait ce que disait M. Harpin tout à l'heure sur l'accès à une nouvelle forme de reconnaissance sociale, il est préférable d'être un créateur d'activité, même avec un petit chiffre d'affaires, mais avec une vraie reconnaissance, avec un vrai statut, avec une vraie implication économique dans son pays, que d'être dans l'assistanat complet en se disant le CDI ou rien. Vous voyez, donc il y a des formes intermédiaires d'action économique qui me paraissent intéressantes. Dire on ne base notre société que sur le mode du salariat, c'est pas possible. Et les entreprises aujourd'hui sont essoufflées. On ne crée plus autant d'emplois qu'il y a 20 ou 30 ans. Et dire aussi on va précariser nos travailleurs indépendants parce qu'on va tous les forcer à devenir auto-entrepreneurs, c'est pas non plus la solution. Donc il faut travailler sur la protection sociale des indépendants, des auto-entrepreneurs et autres. Et vous avez des propositions Oui, alors là-dessus on y réfléchit beaucoup parce que ça me paraît être la clé de la lecture économique. C'est l'urgence sans doute. C'est l'urgence. En fait, vous n'avez pas droit au chômage quand vous êtes indépendant. Donc évidemment, déjà vous avez une forme de précarité. Et c'est très difficile de trouver une forme de chômage pour des indépendants puisque n'importe qui peut se déclarer demain sans client et donc prétendre au chômage. Donc ça, on voit bien l'effet d'aubaine immédiat. C'est pas possible. En revanche, on peut travailler sur plus de prévoyance, on peut travailler sur, notamment en lien avec les plateformes économiques, les plateformes numériques, sur un fonds de soutien ou une contribution à plus de formation, une contribution à une validation des acquis de l'expérience. On peut travailler sur des formes de soutien de dispositifs à la retraite. Enfin, il y a des choses qui peuvent se faire. Effectivement. Alors, autant d'idées, effectivement, de propositions, de pistes, qu'on ne retrouve pas dans le projet de loi que j'évoquais, là, qui porte alors sur des éléments de corruption d'une part, et d'autre part sur la modernisation de la vie économique. Ça a été un rajout au projet de loi dit Sapin, un rajout par Emmanuel Macron, donc le ministre de l'économie. Et donc, c'est cette partie modernisation de la vie économique qui nous intéresse. Le projet de loi devrait être déposé, il a été présenté au Conseil des ministres, déposé courant juin. Donc, on va beaucoup en parler dans les temps qui viennent. Est-ce qu'à tous les deux, et puis je vais commencer par vous, Jean-Guy Harpin, ce projet de loi, il vous satisfait et puis, alors, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous pensez qu'il a une chance de passer au Parlement? Parce que là, le 49.3, c'est fini. Là, il a été réquisitionné pour la loi travail. Jean-Guy Harpin. Écoutez,
Libérer les énergies, en effet, me semble important. Faciliter les choses également. Il n'en demeure pas moins que l'essentiel demeure encore d'avoir un projet entrepreneurial, de le faire vivre, d'évoluer comme vous le disiez, c'est-à-dire de pouvoir accéder à de la formation, à de l'accompagnement, à du conseil. Il faut rappeler quand même, au-delà des problèmes de statut, qu'en France, ce qui fait travailler les gens, ce sont les toutes petites entreprises. Effectivement, alors est-ce que ce projet de loi porté donc par Emmanuel Macron et Michel Sapin vous satisfait? Je rappelle donc qu'il s'agit, d'après ce qui a été communiqué, de lisser les seuils de la micro-entreprise. Pendant 2 ans après le franchissement du seuil, on a vu qu'il y avait un plafond. Eh bien, on peut rester au régime fiscal simplifié au forfait. On peut aussi supprimer la nécessité que vous évoquiez, jusqu'à présent d'avoir un compte dédié professionnel, réviser des qualifications nécessaires pour certains métiers, etc. Mais rien. Alors, je ne sais pas si votre lobbying, alors c'est un vilain mot le lobbying, il fait d'ailleurs partie des thèmes abordés pour le projet de loi Sapin, mais il peut être sain aussi quand il réveille un peu les consciences. Il n'y a rien sur cette protection des micro-entrepreneurs. Alors, il y a plusieurs choses. Grégoire Leclerc. Alors, deux petites apartés. La première, c'est que dans la protection des indépendants, en fait, qui est un sujet évidemment central, on verra des choses aboutir dans la loi El Khomri. Et c'est, alors, contre toute attente, et dans une loi travail qui n'évoque pas le travail normalement des travailleurs indépendants, mais c'est comme ça et c'est tant mieux, il y a des évolutions, d'avancées, notamment sur les plateformes numériques et la relation avec leurs prestataires, qui va avoir évolué la protection sociale des indépendants. Donc ça, c'est un bon point. Alors, on sait qu'il y a le 49.3, mais enfin, c'est pas gagné. Et malgré le 49.3 de l'Assemblée, maintenant, ça va au Sénat. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses en quelques semaines. Enfin, confiance pour ce dispositif. Globalement, de la loi dite travail. Il y a peu de chances que ça passe pas. À mon avis, sur la loi Sapin, la loi pour laquelle on est assez critique, entre l'affichage politique et la réalisation législative, il y a un grand écart. Il y a un très grand écart. On dit libérer les énergies. Et dans la loi Sapin, on voit quoi? On voit la suppression du compte bancaire obligatoire. Bon, franchement, je vois pas en quoi ça va beaucoup libérer les énergies. C'est une complexité pour quelques-uns. Vous disiez que c'était une complexité quand même. C'est une complexité, mais ça va pas libérer les énergies. La vraie mesure aurait été de remettre... Ça fait de la peine aux banquiers en plus, ils partent d'un client. Oui, bon, ils partent d'un compte. La plupart de ces comptes sont gratuits, donc ça va pas leur apporter beaucoup d'argent. La vraie mesure qu'il aurait fallu prendre, c'est celle du stage. Le fameux stage préalable à l'installation et l'immatriculation, qui sont des vraies barrières à l'entrée, qui sont en fait le fruit du lobbying, et moi j'ai rien à dire. C'est vrai, mais ce qui est proposé, c'est que ce stage, qui était obligatoire avant l'installation, puisse se faire après. Donc voilà, ça libère l'énergie au sens où on n'est pas bloqué par le stage. Parce que les créateurs sauront qu'ils ont le stage à réaliser. Ce stage, il est très coûteux, ce stage, il est inutile, il est mal formaté. En plus, il est monopolistique, les boutiques de gestion ne peuvent pas le faire, les chambres de commerce ne peuvent pas le faire. Jean-Guy Arpin, vous qui accompagnez justement les créateurs, ce type de stage, vous ne pouvez pas les proposer et vous confirmez la réaction de Grégoire Leclerc? En effet, c'est une chasse gardée. Alors après, on pourrait imaginer d'autres formes de suivi. Il existe un dispositif d'État qui s'appelle le NACRE, par exemple, qui permet d'être suivi pendant 3 ans après la création. Ça serait particulièrement intéressant. C'est pour les chômeurs, ça, non? C'est ça? Oui, en l'occurrence, mais on pourrait l'élargir. Voilà, là, ça serait en effet quelque chose d'intéressant. Et puis, on pourrait accompagner ceux qui, aujourd'hui, sont auto-entrepreneurs et qui ont du potentiel. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes 2 réseaux puissants avec des propositions positives. Vous avez tous les 2 fait montre de l'efficience dans l'accompagnement des petits entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, et vous n'arrivez pas à vous faire entendre du gouvernement, Jean-Guy Arpin? C'est un peu la complexité de notre pays, en définitive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes dans un État qui demeure très centralisé sur les grandes entreprises. Or, encore une fois, la réalité de ce pays, c'est la TPE. Oui, c'est vrai. Très peu de choses sont faites. C'est là où se créent les emplois, effectivement. Il faut dire sans faillir que le lobbying des chambres de métiers et de l'artisanat est très puissant et qu'ils défendent bec et ongle depuis maintenant 6 ans l'idée que dans le corps très particulier des artisans et des métiers, il faut une formation très aboutie, il faut un corporatisme très fort, il faut un attachement à sa chambre, il faut un stage très long, et donc tout ça est en fait une forme de corporatisme
bureaucratisme qui m'exaspère au plus haut point et qui surtout ne permet pas à ceux qui le voudraient d'accéder à la création d'entreprise comme un ascenseur social. En réalité, il faut passer sous les fourches codines d'une organisation qui décide qui doit réussir et qui ne doit pas réussir. Et ça, c'est absolument calamiteux. Et donc, il aurait fallu qu'il y ait ça dans la loi Sapin. Il n'y a que des mesurettes, comme le fait d'autoriser un plafond de tolérance double une fois sur deux. Mais comment allez-vous... C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qui permet de bénéficier de ce régime de micro-entrepreneurs, il sera doublé en fait. Il sera doublé un an sur deux. Comment expliquez-vous un entrepreneur qui peut faire 32 000 une première année, 64 000 la deuxième, mais qui doit retomber en dessous des 32 000 la troisième? Qu'on vienne m'expliquer la logique de croissance derrière tout ça. Confiance dans les amendements que vous allez pouvoir susciter. Jean-Guy Arpin, au réseau BGE, vous nous disiez, j'ai compris que ce régime de micro-entrepreneurs, vous ne le conseillez pas vraiment aux jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, créateurs en tout cas qui viennent vous rencontrer pour créer leur entreprise et des emplois. Quel est une dizaine, vingtaine d'années, quelle modification de psychologie, de tempérament de jeunes entrepreneurs vous avez éventuellement vu dans votre réseau BGE? Excellente question. De fait, beaucoup d'entrepreneurs, et notamment ceux qui choisissent le statut d'entreprise individuelle, vont en effet aller vers des changements radicaux de carrière. Autrement dit, à un moment donné, ils étaient cadres dans une grande entreprise, ou ils étaient, je sais pas, vendeurs en boulangerie, et par exemple, ils vont aller vers des activités très différentes qui vont nécessiter un temps de conversion important, pensant trouver une place différente dans la société. Alors je pense à tous ceux qui notamment envisagent de créer leur entreprise dans les métiers du bien-être par exemple. Ça a été un mouvement de fond excessivement important. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons et nous recevons énormément de porteurs de projets qui ont des projets d'ubérisation. On en reçoit tous les jours des dizaines. Et cela, c'est plutôt micro-entrepreneurs qu'il leur faut. Alors nous, ce que nous recevons, c'est ceux qui sont porteurs du projet qui va nécessiter... de recourir à des indépendants plus ou moins liés économiquement et pas protégés socialement. Je caricature, mais il y a quand même du vrai, malheureusement. Effectivement. Donc ça, c'est l'ubérisation. Vous avez un observatoire de l'ubérisation. Là aussi, vous faites des propositions pour alors bien sûr, on fait assainir quand même alors l'idée, mode d'activité. Il y a une première... on est parti d'un prérequis, c'est que cette ubérisation... Grégoire Leclerc, président de l'Observatoire de l'ubérisation et de la Fédération des auto-entrepreneurs, double casquette. On est parti de ce prérequis que l'ubérisation est une lame de fond, un phénomène de fond qu'on va difficilement arrêter. Et finalement, la question qu'il faut se poser, c'est comment mieux l'accompagner, comment effectivement un peu mieux le réguler, plutôt que de faire en sorte de lutter contre. La position de dire on va absolument empêcher l'ubérisation de la société, c'est quelque chose qui me paraît absolument contre-productif. C'est de l'arrière-garde pur et simple. Le fait de discuter avec les plateformes est très intéressant. Le fait de discuter avec les entreprises qui se sentent ubérisées aussi, parce que on voit bien ces nouveaux modèles économiques apparaître, on voit bien ces problématiques de requalification de contrat de travail pour les indépendants qui sont en situation de dépendance économique, comme vous le disiez. On voit bien les problématiques de protection sociale qu'il faut améliorer. On voit bien les problématiques énormes de fiscalité que ça représente. Quand vous êtes dans l'économie collaborative pure, typiquement, vous louez votre voiture sur Blablacar, enfin vous louez une place de voiture dans Blablacar ou votre chambre sur Airbnb. Aujourd'hui, les dispositifs de déclaration de ce chiffre d'affaires et de ce revenu au niveau fiscal ne sont pas très bons, ne sont pas très lisibles. Les sénateurs proposent d'ailleurs que la plateforme communique directement aux autorités fiscales les revenus. Oui, comme une forme de prélèvement à la source ou comme une forme de déclaration. Non, sans prélèvement, mais en tout cas déclaration que les revenus soient transparents. Pourquoi pas après tout oui, c'est peut-être une bonne mesure. Un employeur, il communique les revenus. Ce qui est certain en tout cas au niveau fiscal, c'est qu'on ne peut pas construire un modèle. On ne peut pas construire un modèle d'ubérisation qui soit bien inclus dans la société, qui soit bien accepté par tous, si derrière on est systématiquement sur la fraude fiscale. Voilà. Donc il faut la mentalité des plateformes là, que vous recevez, des créateurs, là on en voit dans tous les sens, ils prennent en compte quand même le fait que demain ils auront des collaborateurs et donc c'est pas blanc quoi le statut qu'ils leur proposent. Jean-Guy Arpin. Nous, ce qu'on souhaite absolument éviter, c'est un nouveau salariat pauvre, déguisé. Donc il ne s'agit absolument pas d'aller vers cela. Et en effet, ça fait partie du travail que font nos conseillers au quotidien avec ces entrepreneurs, que d'arriver à développer des formes qui soient éthiques. Et qui permettent à chacun de trouver une place. Donc le réseau BGE, il a aussi économique pour et digne.
pour mission effectivement Absolument. d'éveiller les Incontestable. consciences à un mode de création éthique. Vos services, en fait, ils sont gratuits, payants, comment ça se passe? Alors, une de nos missions à nous, est de monter des partenariats pour faire que les plus défavorisés, lorsque c'est possible, soient pris en charge. Et puis sinon, en effet, pour d'autres, les services sont payants, mais c'est un investissement sur l'avenir. Vous travaillez en déjà ensemble, Fédération d'auto-entrepreneurs et réseau BGE? Dans certaines régions, oui. On a des partenariats dans certaines régions avec certaines boutiques, en fait, puisque chaque boutique est indépendante. Donc, il y a là où on a des antennes et où on a pu travailler avec les boutiques, on le fait. Voilà, donc peut-être sur l'Île-de-France, un partenariat qui va se renforcer. Nous, ainsi au micro, merci à tous les deux, Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, cofondateur aussi de l'Observatoire de l'ubérisation. Merci aussi à Jean-Guy Arpin, vous êtes secrétaire général de BGE Paris, du réseau BGE d'appui d'accompagnement des créations d'entreprises dans toute la France. Pierre-Henri Paget était avec nous en régie. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, la faire partager via notre site rcf.fr. Merci de votre fidélité. À bientôt sur RCF. Et tout de suite, Libre Entreprise, une rencontre avec un chef d'entreprise présentée par Romain Mazno.